que tu dis. Mon chum, hier, posait une question à ChatGPT dans une version gratuite, même pas de compte. Tu sais, la version... Puis ChatGPT s'est mis à lui parler ultra familier. La semaine passée, Claude, il m'a sorti « Ça, c'est complètement de la merde. » Puis il l'a mis en gras. Comme, voyons, où tu sors ça? Mais en même temps, là, j'aimerais ça qu'il soit champ gauche de même plus souvent. Je m'en servirais plus, je pense. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. On est à Québec, au Québec. Bienvenue à votre podcast sur l'intelligence artificielle. Comment allez-vous? Ma gang de robots humanoïdes qui discutent avec ChatGPT le jour et qui rêvent de moutons électriques le soir. Au programme, dans cet épisode, sujet chronique actualité, j'ai un beau groupe en studio. Ils sont trois aujourd'hui avec moi. Le premier, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de nos cousins de l'autre côté de la Grande Flaque. C'est devenu l'expression consacrée ici. En France, à Paris, il est consultant en informatique depuis plus de 20 ans, spécialisé en analyse des données, business intelligence. Avez-vous entendu l'expression, l'angle et la prononciation à la française? Stéphane Minéo est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne me suis pas connecté, mais ça me fait plaisir de vous rejoindre à nouveau. Vraiment content que tu sois là. Tu nous manques ici. Tu manques sûrement à nos auditeurs aussi. Ça fait partie du... C'est pour ça qu'on est nombreux, là, je dirais, là, dans l'équipe. Là, c'est qu'on a tous des horaires compliqués. Là, puis c'est ça. On vient quand on peut, puis on en profite quand on se voit. Le deuxième, étudiant en génie informatique, passionné de robotique et de développement logiciel et d'intelligence artificielle, Louis Cormier est là. Comment ça va, Louis? Salut, ça va super. Je suis plus étudiant en passant. T'as fini, là? T'as fini mon cours, d'ailleurs? J'ai fini, là. Ouais, Comment ça a été ton cours? J'ai pas regardé ta note. Je t'ai même pas corrigé. Oui, oh oui. Oui? C'était super. Il en dit pas plus. Oui, c'est ça. OK, j'en parlerai plus. Bienvenue, puis content de t'avoir intégré pendant ton cours à l'équipe, Louis, puis content que tu continues l'aventure avec nous. La troisième, experte en pédagogie universitaire, elle diffuse la bonne nouvelle de l'intégration progressive de l'IA dans nos institutions d'enseignement et l'enrichit avec une approche critique. Marie-Ève Vachon-Savary est là. Marie-Ève, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci. Comment tu jongles avec ce rôle qui est celui de ton rôle ici à l'université puis ton micro en ce moment? Là? Très, très bien. Oui? Ah oui, tout à fait. Pas de pression, pas de réserve, pas d'autocensure? Au contraire, je te dirais que ce que je fais ici alimente, ce que je fais à l'université alimente ce que je partage, puis vice-versa. Non, il n'y a pas de... Sans farce, il n'y a aucune tension entre les deux. Bravo. Ben Content oui. que ça se passe bien. C'est la même chose avec nos autres collaborateurs. Là, je dirais, là, il y a une grande liberté, je dirais, au micro. Puis, souvent, sont capables de prendre aussi une distance avec leurs autres rôles et autres chapeaux professionnels. Écoutez, on va commencer. On a un beau programme. Je vous avais promis des actualités, des réflexions, vos analyses du moment. On va commencer par Marie-Ève en studio. Ici, d'ailleurs, on est en deux studios. Là. Il y en a deux qui sont à distance, Stéphane Louis, puis Marie-Ève est avec moi au studio, au nouveau studio au pavillon de Coninck de l'Université Laval. Marie-Ève, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les dernières semaines? Dans les dernières semaines, je vais essayer d'être intelligente. Je vais essayer d'être structurée puis que mon fil de pensée ne vous perde pas parce que il y a tellement d'idées qui ont popé cette semaine, dans les dernières semaines dans ma tête, puis j'ai essayé de mon mieux de faire un tout cohérent de tout ça. C'est la difficulté. C'est le défi quand on est... on a un hamster bien vivant entre les deux oreilles. Je vais prendre un point de départ qui est une anecdote de ce matin qui va replacer tout ce que j'ai envie de vous partager. J'étais sur un de mes médias sociaux que je ne nommerai pas
Non. Les besoins de la cause. Ah, OK. Il y a une gêne? Qu'on connaît très bien. Non, sur Facebook, Bon. pour ne pas le nommer. Et je suis sur plusieurs groupes, principalement des groupes autour du thème du plein air. Dans mes loisirs, je fais beaucoup de randonnées puis de plein air. Puis récemment, je dirais vraiment dans le dernier mois, il y a une prolifération, mais comme exponentielle, de publications sur les réseaux sociaux hyper longues. Et là, ce matin, je me suis amusée en voyant le récit sur un groupe de Hyper long, c'est combien pédestres. long? Ben, c'est ça. J'ai fait un copier-coller, puis je suis allée voir dans Word. On parle de publication de 1200 mots. 1200 mots, c'est plus de mots que les dissertations critiques exigées à l'épreuve uniforme de français. OK, c'est pas de la vidéo. Je pensais que c'était bon. Non, pardon, des publications écrites. Écrites, là. Let's go, là, on va écrire des billets avant. Je n'étais pas capable d'écrire 2 lignes de suite. Puis là, bon, c'est là qu'on s'en va. Là. Et je dirais qu'en ce moment, puis évidemment, là, c'est clair que ce sont des textes générés. Il y a des patrons d'écriture qui se répètent dans toutes les publications, courts paragraphes, beaucoup de phrases sans verbe. Il y a comme une espèce de... En tout cas, moi, je reconnais un certain nombre de patrons d'écriture, puis je reviens souvent sur les questions d'écriture. Là, je suis prof de français de formation, donc on se refait pas, ça m'habite tout le temps. Puis le paradoxe que j'y vois comme prof de français, c'est que dans les faits, les personnes qui le font, c'est parce qu'ils ont maintenant accès à un outil qui leur permet de bien écrire. Et on leur a toujours demandé de bien écrire, d'écrire sans faute. Donc, je jette aucunement la pierre aux personnes qui publient sur les réseaux sociaux d'utiliser les outils à leur disposition pour, à la limite, trouver qu'ils écrivent soudainement bien et sans faute, parce que c'est beaucoup le sans faute qui est le discours au cœur de l'enseignement du français, même si je sais que les profs de français travaillent comme je le faisais pour élargir le spectre de ce que c'est bien écrire. C'est pas que écrire sans faute. Parce qu'aujourd'hui, écrire sans faute, c'est facile. Ben, c'est ça. Et là, ce que je constate, et je vais essayer d'aller plus vite parce que là, je pourrais en parler longtemps. J'ai réfléchi longtemps. Donc, beaucoup d'idées. Non, pas longtemps. L'enjeu ici, c'est qu'on a des textes sans faute, lisibles, mais qui ne tiennent aucunement compte de la situation de communication. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on apprend à écrire. Il faut tenir compte de la situation de communication et du destinataire et du contexte dans lequel le destinataire prendra connaissance de l'écrit. Et là, ici, moi, je les lis pas, ces textes-là de 1200 mots. Quand je me mets à scroller en bon français puis que je me rends compte qu'il y en a encore pour 3 et 4 fois plus, j'arrête. Ce que ça m'amène comme réflexion, c'est la réflexion suivante. L'enseignement de la langue dans ses fondements les plus importants est plus important que jamais. Là où on pouvait penser, où j'ai entendu dans le discours commun l'idée que finalement, dans plein de contextes, on aura peut-être moins besoin d'apprendre à bien écrire parce qu'il y a des outils qui vont assister l'écriture, voire générer l'écrit. Ben, en fait, les compétences fondamentales en écriture, en communication écrite, tenir compte du destinataire, tenir compte des spécificités du genre de texte, tenir compte du contexte dans lequel le texte va être lu, est doublement important pour que les activités d'écriture hybride, parce qu'il y en aura, et justement, mon idée ici n'est pas de rejeter le fait qu'on va écrire en utilisant des outils d'intelligence artificielle, mais au contraire, qu'on devrait être doublement expert dans l'évaluation de la qualité d'un texte en fonction de tous les paramètres que j'ai nommés. Puis là-dessus, je voulais mentionner que je l'entends de plus en plus dans les discussions ici de personnes de milieux disciplinaires où l'écrit est moins l'objet d'études, moins l'objet d'enseignement, mais qui réalisent qu'en fait, laisser les étudiants libres, ne pas les former à une utilisation de l'IA pour faire des écrits dans le contexte disciplinaire, ben ce n'est pas les aider parce que dans les faits, ces écrits-là, d'abord, ne sont pas de la qualité attendue et on sait que l'écriture, c'est une fonction épistémique. Écrire, c'est construire de la connaissance, construire du savoir dans le processus même d'écriture. C'est ajouter de nouvelles idées, réévaluer les idées. C'est comme si la définition même de l'écriture, c'est quoi bien écrire, ça change. Parce que si bien écrire, c'est juste pas faire de faute, ben l'IA peut le faire. Donc, c'est quoi les fonctions enrichies qui accompagnent la bonne écriture, les capacités à communiquer? Puis ça date pas d'hier, en fait, que cette réflexion-là, elle se fait. Il y a Suzanne B. qui est une didacticienne du français, qui a enseigné longtemps ici à l'Université Laval, qui étudiait justement ces questions-là et qui écrivait sur l'importance que, notamment au primaire et au secondaire, toutes les personnes, peu importe ce que la discipline enseignée, prennent en charge une forme de sentiment de responsabilité sur le développement des compétences en écriture dans le contexte disciplinaire.
Puis, ils avaient fait une enquête, elle menait un groupe qui s'appelait Scriptura, où ils avaient questionné des professeurs, des enseignants sur la perception qu'ils avaient de l'acte d'écrire. Et lorsque elles décrivaient, ou les chercheuses décrivaient l'acte d'écrire comme étant la traduction fidèle de pensée, 80% des personnes répondaient oui. Quand j'écris, je traduis fidèlement mes pensées. Par la suite, quand ils demandaient, est-ce que quand vous écrivez, vos idées se précisent? Alors là, on avait 70% des personnes qui acceptaient ou qui allaient dans ce sens-là, qui considéraient que oui, lorsqu'ils écrivent, leurs idées se précisent. Et lorsque elles questionnaient les gens sur l'énoncé suivant, lorsque j'écris, des idées surgissent, là, on arrivait à 50% des personnes qui définissaient l'acte d'écrire comme aussi un exercice de construction de la pensée. Oui, qui génère des idées. C'est intéressant. Donc, toute cette conception-là de l'écriture, je pense qu'elle est beaucoup remise de l'avant. Puis moi, ça me fait méga plaisir. Là. Ben oui, c'est comme si en fait, on parlait vraiment de c'est quoi communiquer, c'est quoi écrire. Oui. Moi, je le vois aussi dans les... juste dans mon appréciation. Je fais une couple de fois, je le dis ici, mais tu sais, l'appréciation d'une faute étudiante, là, c'est plus la même. Là, on regarde une faute étudiante, puis on fait « Ah, enfin, il y a un étudiant derrière. » Oui, exactement. On voit le processus, puis on voit cette pensée-là qui se construit peut-être pas dans une faute comme telle, mais parfois dans une maladresse. Dans une maladresse. Il est en train d'apprendre, c'est normal. Exactement. Puis là-dessus, je veux vraiment saluer le Cégep Sainte-Foy, qui est un cégep à proximité de l'Université Laval, qui a adopté des principes pour l'intégration de l'IA dans l'enseignement. Et un des 4 principes, c'est l'autonomie langagière en lecture et en écriture. Donc, eux en ont fait vraiment, je dirais, un statement fort que toute intégration de l'IA dans les cours doit être faite en protégeant l'autonomie langagière. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par autonomie langagière? Ben, je pense que c'est cette capacité-là à lire, à comprendre un texte, à écrire en tenant compte de la situation de communication, le destinataire, les processus ou les procédés d'écriture spécifiques au genre, la capacité à comprendre ce qu'on lit et ce qu'on écrit, et non pas à se faire s'appuyer, comprendre aussi. Là. Et à se faire comprendre et à pouvoir à témoigner par la suite et je dirais, à porter la responsabilité de ce qu'on a écrit, à être capable d'en parler. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Ben Parce oui, que là, vas-y. je vous parlerai d'un outil qui s'appelle DraftMarks, qui est peut-être une réponse en partie à ça. DraftMarks, comme draft comme un brouillon, puis des traces de brouillon. C'est l'équipe du Collimateur, qui est une équipe pédagogique de l'Université de Montréal, qui a fait un papier sur un outil expérimental développé par une équipe de l'Université Stanford, du Georgia Institute of Technology de l'Université Stanford. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas commercialisé du tout pour l'instant, qui n'est même pas disponible, mais qui se veut une interface de rédaction où le processus de rédaction est rendu visible. Donc, c'est de rédaction assistée par l'IA ou tout autre outil, en fait, ce qui fait que dans un contexte d'enseignement, mais ça permettrait, ce type d'outil-là, de voir non pas seulement le produit fini, mais toutes les itérations, toutes les actions que l'étudiant a posées pendant l'écriture du texte, voire de pouvoir questionner les choix qui ont été faits, la réflexion qui est derrière. Voir aussi les moments où il consulte l'intelligence artificielle pour voir quoi qu'il y a de la difficulté à faire, à détecter, c'est quoi ses besoins. Exactement. Puis, ça m'a permis d'apprendre un nouveau mot que je ne connaissais pas, qui est le scuromorphisme. Scuromorphisme. On changeait la forme ou changer. Scuromorphisme. Là, j'ai de la misère à lire mes notes. OK, ça veut dire quoi? Le skeuomorphisme ou scuromorphisme, c'est en design d'interface, c'est utilisé pour... On va prendre la représentation d'objets réels pour illustrer des fonctionnalités. Un exemple très simple de ça, c'est la poubelle. La poubelle qui est une corbeille, mais dans les faits, c'est pour représenter la fonctionnalité supprimée dans nos... Et dans l'outil, ils ont utilisé, par exemple, ce qui ressemble à une trace de gomme à effacer. Ce qui ressemble à une rature. Donc, l'outil fonctionne aussi pour une espèce de traduire visuellement ce qui se passe dans la construction du texte. Oui, ce qu'on ferait à la limite si on écrivait à la main. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que là, on arrive à un point où on n'est plus en train de parler de générer des textes ou pas générer des textes. Oui. Mais de fondement d'écriture puis d'outils qui permettrait une évaluation soit formative ou sommative en fonction des besoins du cours pour en rendre compte. C'est ça qui a occupé beaucoup mes pensées dans les derniers jours. Bien, c'est intéressant, vraiment. C'est passionnant de voir ça. On en voit
des traces. C'est intéressant. On intègre ça. Mes étudiants aussi, je le vois, là, intègrent l'intelligence artificielle dans la rédaction de leurs travaux. Puis c'est pour ça que j'essaie c'est intéressant l'outil dont tu parles, là, parce que j'essaie de me servir d'outils qui laissent des traces historiquement, des modifications. Puis toutes les fois qu'il y a un travail qui arrive avec un gros 3-4 paragraphes d'un coup, je laisse une trace en disant, laissez des traces de ce que vous écrivez, sinon ça a vraiment l'air d'un gros copier-coller de ChatGPT. Fait que laissez des traces, puis moi, je veux voir la construction de tout ça et non pas un texte arrivé par magie. Regardez, c'est bon, ça ne reflète pas la réalité, puis c'est pas cette réalité-là que je veux, ou cette excellence-là que je veux qu'il atteigne, là, être capable de produire un texte parfait, sans faute, instantanément, et personne qui est capable de faire ça, sauf des outils comme ChatGPT et le reste. Là. Tout à fait. Merci pour votre écoute. Merci. Stéphane, t'allais dire? Oui, c'est assez marrant parce que ce que vous avez besoin en fait en tant que prof, c'est ce qu'on appelle nous l'observabilité, c'est-à-dire pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'IA. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans la personne en fait. Donc c'est voilà, oui, voir le processus. On veut pas juste voir le résultat, on veut voir comment ça se construit. Puis c'est intéressant avec l'IA aussi. On arrive à la fin avec, le résultat est bon. Le résultat est bon, mais comment arrive-t-il cet outil à ce résultat-là? Oui, puis l'explicabilité, ça doit faire partie de la donne. Il y aura des choses dont je parlerai dans ma prochaine chronique tout à l'heure, mais avant, on évaluait le produit beaucoup. Mais le produit était porteur de traces quand même, jusqu'à un certain point, là, selon le type de travaux demandés, de traces du processus. Mais effectivement, avec des travaux qui sont générés, qui sont léchés, qui sont homogènes, j'en parlerai tout à l'heure, là, on a besoin de nouvelles stratégies pour avoir accès au processus. Puis on se rend compte que finalement, c'est là que réside ce qu'il y a presque de plus intéressant dans ce qu'il y a à choper, dans les choix qui ont été faits par l'étudiant, dans sa démarche. Donc, moi, globalement, je trouve ça très positif, finalement. Je trouve qu'on avance dans une voie intéressante. Oui. Je fais quand même un parallèle aussi avec la rédaction de code. Là. C'est quelque chose que j'avais parlé dans le premier épisode, en tout cas, il y a quelques épisodes, là, où, dans le fond, on laissait ça, un prompt à l'IA, puis là, on faisait comme plus choisir dans un ensemble de solutions plutôt que de l'écrire soi-même. Puis quand on écrit le code soi-même manuellement, comme dans le temps, là, on arrive au fur et à mesure à des problèmes, puis tu prends des décisions. On est pris à ce problème-là. Puis c'est ça t'amène à avoir des réflexions, puis prendre des décisions d'architecture, puis tout ça. C'est la même chose, dans le fond, quand on écrit le texte. Là, ce qu'on veut évaluer, j'imagine, chez un étudiant, c'est sa démarche, son schéma cognitif, plus que juste la sortie finale. Exact. Oui. J'allais avoir à peu près la même réaction que Louis, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans le code, aujourd'hui, je l'ai entendu, donc on m'a parlé d'intelligence artificielle générale dans le code. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les intelligences artificielles arrivent à générer du code qui fonctionne, donc c'est super. Mais pour moi, c'est pas encore je trouve déjà parler d'intelligence artificielle générale dans le code, c'est un peu particulier. Ça veut dire que c'est plus général. Mais, et en même temps, pour moi, c'est juste, qu'on lui a donné la même capacité que pour le langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le code, c'est une forme de langage et il arrive à reproduire du code. Il fait, entre guillemets, alors désolé pour l'expression, mais il pisse du code. Qui va fonctionner, mais par contre l'opération de créer un logiciel, etc., ça demande une conception, une architecture, une réflexion, des allers-retours, des erreurs, etc. Alors on y vient, hein. Peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui, ça sera pas vrai dans une semaine ou deux, hein, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Je crois pas qu'on en soit là. Oui, c'est ça. C'est comme si les outils en ce moment sont capables de faire 85%, 90% du boulot, là, mais il reste quand même ce 10% où ça prend vraiment des experts pour repasser derrière le code, l'architecture, puis s'assurer que tout ça fonctionne puis répondre aux besoins. OK, merci Marie-Ève encore de ce charmant sujet. Puis effectivement, il y a des liens à faire entre l'écriture, le processus, puis écrire du code. Beau parallèle, messieurs, madame. Stéphane, je me retournerai vers toi.
Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les plusieurs dernières semaines? Ça fait un bout qu'on t'a pas vu. C'est vrai. Alors, ça sera pas très étonnant. Hein. J'avais une question à poser d'ailleurs encore à Marie-Ève sur son groupe Facebook. Est-ce que tu es sûr que c'était vraiment des personnes qui écrivaient dans le groupe Facebook? Ouais. Est-ce que ça ne pouvait pas être des agents? Écoute, peut-on être sûr de quoi que ce soit maintenant? Ben, ça se peut. Des fois, il y a des bots qui génèrent du contenu. Twitter en est rempli, là, mais c'est intéressant. J'ai eu des témoignages, j'ai eu des discussions avec mon chum à ce sujet-là, puis lui me partageait même que ce qu'il constate, c'est que même des gens dont le style d'écriture a changé du jour au lendemain, là, et qu'on s'ennuie un peu de l'ancienne personne. Parce que il y a quand même quelque chose de très intime dans la façon dont on écrit. Et là, tout d'un coup... Mais moi, j'adore lire les commentaires sous des posts. Moi, je trouve que... Tous les spotted de ce monde non, mais sont j'aime des ça. mines d'or. Mais moi, j'aime ça parce que justement, on le sent l'humain. Puis des fois, on le sent plus dans les commentaires que dans le contenu principal. Mais si ça se met à disparaître, puis les gens, comme commentaires, ils font des commentaires généraux, ben c'est ça. L'humain, il va disparaître de l'Internet. Des commentaires de 1200 mots, oublie ça, là, c'est fini. Fini Facebook. En tout cas, si je te pose la question, c'est parce que je me suis intéressé un petit peu aux agents, effectivement. Oui. Et notamment OpenClaw. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu open source. Hein, donc, tu l'utilises, OpenClaw? Alors, j'ai commencé à l'installer. Ça te coûte cher? Combien ça coûte, là? Alors, c'est gratuit. Puis l'outil est gratuit. Mais je pensais que si tu passes... OK, c'est quand tu passes par des API de Anthropic puis tout ça, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, après, derrière, tu vas te connecter à des API sur des IA ou sur d'autres outils, et c'est eux que tu vas payer en fait sur sur la consommation des tokens que tu vas utiliser, enfin c'est plus toi du coup, c'est l'agent qui va s'amuser et qui va cramer tes tokens. Et ton portefeuille aussi, j'imagine qu'il y a un coût associé à ça, là. C'est ça. Alors du coup, j'ai commencé à l'installer, et en fait, c'est un outil qui est bourré de connecteurs dans tous les sens. Il propose justement de se connecter à tous les télégrammes, les messengers, tous les outils de communication, les mails, etc. Il a besoin d'avoir on peut lui donner des droits pour accéder au disque dur, pour pouvoir supprimer des fichiers, écrire, etc. Et en fait, ça, c'est pas compatible avec mon état d'esprit. Je suis pas d'accord pour avoir un bot là qui fait tout plein de choses. Donc j'ai pas poussé l'utilisation. Est-ce que tu dois valider chaque action ou il peut décider d'écrire un courriel à quelqu'un? Alors tu vas lui donner des droits. La personne t'a écrit, un étudiant m'écrit, disons j'installe ça, un étudiant m'écrit. Puis, il décide de répondre en disant... Jean-François a répondu 200 fois à cette question-là, je vais répondre à sa place. Il pourrait le faire. Il pourrait tout à fait le faire. C'est-à-dire que tu pourrais dormir tranquillement ou faire autre chose. Hein, une occupation. Ça dépend de la réponse, monsieur. Et puis, après, il va pouvoir raisonner, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va boucler, en quelque sorte, pour pouvoir produire un résultat. Alors, si tu lui demandes l'heure, le résultat va être assez rapide. Et puis, si tu lui demandes effectivement de corriger toutes les copies de tes élèves, peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Mais tu pourras faire autre chose à côté. Donc ça va être des compétences que tu vas lui donner. Alors, on va parler de tools, de skills, mais bon, je vais rester en français. Hein, donc, c'est des outils, des compétences Merci. Que tu vas lui donner. Et avec ça, il va pouvoir interagir avec ce que tu lui as permis. Donc, si tu lui dis, par exemple, génère-moi un livre, par exemple, il va essayer de créer d'abord, il va avoir besoin de la compétence, donc il a besoin d'écrire peut-être un scénario avec plusieurs chapitres, et puis après, il va essayer d'approfondir chaque chapitre, etc. Et toi, tu pourras dormir à ce moment-là, et le matin, tu vas trouver un livre produit. Alors, tu pourrais lui donner des consignes, lui dire de travailler plutôt sur un sujet plutôt que sur un autre, etc. Mais en tout cas, voilà, il va prendre des décisions avec ses capacités et avec les consignes que tu lui as données. Mais alors, du coup, OpenClaw, bon, c'est sûrement très bien pour plein de gens, mais pour moi, j'ai pas trouvé que c'était pertinent.
pour mon usage en tout cas. Et je vais plutôt... ce que j'aime bien, c'est plutôt être confronté à la problématique et savoir comment ça fonctionne tout ça. Et du coup, je me suis plutôt lancé dans un développement d'un outil similaire, mais alors à ma portée, c'est-à-dire avec beaucoup moins de connecteurs et autres options. Et pour essayer de comprendre un petit peu... Et toi, tu t'es dit, OpenClaw répond pas exactement à mes besoins, je vais en créer un OpenClaw version Stéphane. C'est ça, un petit peu comme ça. Et donc, pour l'instant, j'ai pas créé plein d'outils, etc. Mais voilà, quelques outils. Et l'idée, c'est quoi? En gros, je vais utiliser... Alors, tu parlais tout à l'heure du coût. Aujourd'hui, tu as la capacité d'installer sur certaines machines, à partir du moment où tu as au moins un GPU, tu peux installer des modèles de langage qui sont plus simplifiés. C'est on va dire du ChatGPT 3, l'équivalent, 3.5. Donc, tu vas avoir, par exemple, Mistral, LLM, tu vas... Lama. Tu vas avoir plusieurs modèles. DeepSeek doit en avoir aussi, là. DeepSeek, par exemple. Et ils sont plus ou moins gros. Et par contre, ils n'ont pas les mêmes capacités. Par exemple, Mistral va avoir la capacité, effectivement, de sélectionner un outil et de pouvoir l'utiliser. On parlera peut-être un petit peu du format d'échange, mais en gros, l'idée, c'est de prendre un LLM et de lui faire générer du JSON. JSON, c'est une structure de langage. Du JSON? OK, c'est un langage comme du Python, mais c'est un autre langage que je comprends pas puis que je maîtrise mal. Plus simplifié. C'est un fichier texte pour structurer des données. C'est ça, c'est un fichier texte, mais structuré. Et donc, on va pouvoir lui donner, par exemple, le nom d'une fonction dans un langage Python. Python, donc ça, c'est le langage qu'on utilise habituellement. Donc, le nom et puis les paramètres qui vont avec. Donc, par exemple, si je veux la météo à Paris, je vais appeler la météo la fonction qui s'appelle « Donne-moi la météo ». Et entre parenthèses, je vais lui donner le nom de la ville qui m'intéresse. Lui, il va déterminer l'outil dont il a besoin. Il va faire un appel, peut-être sur Internet, à un site météorologique pour obtenir une réponse. Et derrière, le LLM va récupérer cette réponse qui sera également sous la forme d'un JSON, donc c'est une réponse avec un texte structuré, et il va par contre la rendre dans une phrase qui sera lisible pour tout le monde, quoi. Donc, il y a tout ce cheminement. En langage naturel. Voilà, en langage naturel, merci. Donc, il y a tout ce cheminement. Et voilà, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est de voir un peu les difficultés. Je me suis aperçu qu'il y avait, par exemple, certains modèles qui étaient plutôt légers, mais qui arrivaient facilement à déterminer quel est le type d'outil dont j'avais besoin. En tout cas, qui répondait à la question que je lui pose. Il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est-à-dire que à partir du moment où le modèle a la possibilité de créer du code Python, il peut créer des nouvelles compétences. Et donc, il va boucler comme ça, et on va lui dire, invente peut-être un programme Python qui va permettre d'obtenir la météo, si je l'avais pas prévu. Et donc, il va générer un bout de code Python qui sera capable d'appeler et il va se créer des nouveaux outils comme ça. Désormais, il est capable de dire la météo. Voilà. Si on lui demande. Et c'est ce qu'on peut, ou en tout cas c'est ce qu'on fabrique aujourd'hui, c'est-à-dire le système, on va dire, je pense que c'est ce qu'on aura dans nos systèmes d'exploitation, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose, j'ai besoin d'avoir un tableur, j'en ai pas, il va essayer de trouver une solution, alors soit en le téléchargeant, soit peut-être en le fabriquant, soit etc. Et puis on aura notre tableur qui va apparaître sur notre écran et on pourra travailler. Bon. On ne travaillera plus, on lui demandera de faire les calculs. C'est peut-être ça qui va se passer. On récolte le salaire, ça me dérange moins. Mais en tout cas, voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai communiqué pas mal avec ChatGPT pour comprendre un petit peu le fonctionnement, son propre fonctionnement à lui, puisque lui aussi, il est capable d'appeler des outils. Et ce qui est assez rigolo, c'est que il voit pas tout, c'est-à-dire qu'il y a une partie en surface. Donc il sait comment appeler certains outils. Mais il m'a même listé les outils
qu'il peut appeler en cas de besoin. Certains outils qu'il ne voit pas, mais qui pressent parce que il peut, par exemple, alors j'ai déjà utilisé le mot censure, mais c'est pas forcément le mot censure, mais en tout cas, il peut avoir une limite dans ce qu'il va pouvoir sortir comme réponse ou dans ce qu'on va pouvoir lui entrer. Donc il y a un garde-fou, quoi, un petit peu. Et puis après il y a son outil qui permet de se connecter à Gmail, l'autre qui permet de se connecter justement à des API. Donc les API, c'est des outils qui permettent de communiquer avec l'extérieur, un outil de recherche sur le web, etc. Donc il me les a tous listés. Et donc parmi les garde-fous, il y en a un où il a précisé justement, c'est surtout pour par rapport aux élections présidentielles américaines, je peux pas donner trop d'informations sur telle ou telle personne, etc. Enfin, il explique pourquoi il y a ce garde-fou, et c'est plutôt intéressant de l'interroger sur ses propres limites et ce qu'il en sait en fait, parce qu'il sait pas tout. On travaille en couches, c'est-à-dire que la première couche, le chatbot, lui, il sait à peu près quel outil il peut utiliser, mais il a aussi une liste d'outils qu'il ne connaît pas, mais il va pouvoir faire une recherche pour les obtenir, et dans ce cas-là, il va découvrir des outils qu'on pourrait lui mettre dans ses mains. Donc voilà, c'était un peu pour vous partager en tout cas cette réflexion, très intéressant. L'état de l'art chez moi, en tout cas. Est-ce que ça crée une sorte d'addiction? Fred en parlait au dernier épisode en disant que Claude d'Anthropique était le fun à utiliser, mais c'est comme s'il te relançait toujours pour en faire un petit peu plus. Ah, tu pourrais faire, ouais, intéressant, on a fait ça, tu pourrais peut-être faire ça, puis qu'il te relance, puis là, t'es rendu, puis t'investis beaucoup d'énergie, de temps à faire des tâches, puis finalement, t'enrichis ce que tu voulais faire, mais tu n'avais pas nécessairement prévu faire ça, puis ça résulte en quelques tokens de moins, puis quelques dépenses de plus, puis ce serait un modèle qui est aligné non seulement sur des performances techniques, mais aussi des performances économiques. Là. Alors, sur l'histoire du coût, moi, étant donné que tout est sur mon PC, j'ai zéro coût par rapport à ça. C'est-à-dire que ça tourne uniquement sur mon PC, ce que je fais. Donc, j'appelle pas des services externes. Mais par contre, effectivement, il y a j'ai entendu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, où les personnes produisent, ont le sentiment de produire tellement vite, obtenir tellement de résultats, etc., que ne pas lancer d'opération avec OpenClaw, c'est une frustration, c'est-à-dire qu'on peut créer plein de choses et on est limité. Alors j'ai peut-être un peu moins ça, puisque je développe depuis très très longtemps et que je me suis jamais senti limité avec l'ordinateur. C'est-à-dire que quand j'avais besoin de faire quelque chose, je le créais à l'époque. Alors pas au même rythme, on est d'accord. Là ça va beaucoup plus vite, puisqu'il c'est de machine. Hein. Oui, c'est bien de le rappeler. C'est une machine. Oui, c'est vrai. Bon, c'est bien. Mais c'est vrai que ça peut créer des frustrations, c'est-à-dire, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais tester ci, je pourrais tester ça, je pourrais le faire jouer en bourse. J'ai même entendu parler de personnes qui créent des entreprises avec ça, c'est des entreprises autonomes, entreprises qu'on donne à OpenClaw, on lui dit, crée-moi une entreprise qui ramène de l'argent, qui va optimiser tes dépenses et qui va avoir une rentabilité. Et puis, comme on lui a donné une adresse mail, un moyen de facturer, un moyen de paiement, et on lui a donné tout un tas d'outils dans les mains, et lui, il va boucler jusqu'à ce que les opérations qu'il fait fonctionnent. Alors, il va peut-être envoyer des mails, il va s'apercevoir que si j'envoie 1000 mails, j'ai 200 réponses. Avec les 200 réponses, je vais pouvoir faire ceci, cela, etc. Et il va créer comme ça. Alors, ce que j'ai entendu comme outil, entreprise, entre guillemets, parce que c'est des microservices, c'est par exemple quelque chose qui relie les pages LinkedIn et qui facture 5 € la relecture pour donner des conseils pour les réécritures. C'est ce que j'ai pu entendre, mais il peut y avoir d'autres idées. De toute façon, les idées vont émerger. Comme type d'idée, on pourrait lui dire, génère-moi des commentaires sur un groupe Facebook. Puis quand le groupe va être assez populaire puis avoir assez de commentaires, ça va générer de la publicité. Puis avec la publicité, je vais faire du revenu. Ça pourrait être une idée.
Voilà, peut-être il pourrait, alors sachant qu'il parle avec toi, il va dire, bah tiens, voilà, à combien je pourrais lui vendre la correction d'une copie Et puis, ben voilà, tu pourrais, pourquoi pas, enfin voilà, il pourrait corriger tes copies et te vendre le. Alors, bien sûr, c'est complètement fictif. Hein. Ben oui, je te l'assure, c'est fictif. Dans mon cas. Mais voilà, on pourrait imaginer des services de ce type-là et les personnes pourraient adhérer. Alors, des personnes ou d'autres agents. C'est-à-dire, en fait, des agents pourraient se mettre à communiquer entre eux. Un qui propose un service, l'autre qui consomme le service. Et comme ça, les deux sont facturés de chaque côté. C'est parfait. Oui, comme ça, l'Internet va être peuplé d'agents, puis les humains vont se retirer, puis on va aller jaser dehors. Je pense que c'est ça qui va se passer. Merci Stéphane. Louis, de ton côté, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Actualité, banc d'essai, OpenClaw, qu'est-ce que tu as fait? Là, je me demande si je commence par un sujet plus lourd ou plus drôle. Je pense que je vais regarder le plus drôle pour la fin. C'est bon. Il est plus léger aussi. Je voulais vous parler de... ça va un petit peu en continuité avec un sujet que j'avais fait la dernière fois, à ma dernière apparition, qui était par rapport aux émotions fonctionnelles. Là. Donc, c'est tout ce qui est... puis Stéphane en parlait un petit peu tantôt, là, l'interprétabilité des modèles. Oui. Parce que les LLM sont reconnus pour donner une certaine sortie, on leur donne une certaine entrée, mais entre les deux, il y a un réseau de neurones, puis c'est une espèce de boîte noire dans le fond. Fait qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites pour faire ce qu'on appelle justement l'interprétabilité, puis essayer de comprendre c'est quoi qui se passe, parce qu'il y a probablement toutes sortes de représentations là-dedans qu'on connaît pas. J'imagine que la taille de la boîte noire aussi elle varie, là, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une très grosse boîte, très noire. Ça dépend j'imagine que pour les experts, il y a un bout là, qu'ils ne comprennent plus, là, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est ça, je pense que ça peut varier aussi. Là. Ce que j'ai en tête, c'est que en fait, ça dépend du nombre de paramètres. Là, puis plus il y a de paramètres, plus on est complexe, plus on est capable de faire de connexions, puis d'avoir des nuances, dans le fond, dans les représentations à l'interne. Puis c'est un peu là-dessus que porte un article que j'ai lu récemment, que Anthropic a sorti, qui sont dans la même lignée que, je parlais l'autre jour des émotions fonctionnelles, où on analyse l'état interne des LLM pendant l'inférence. Dans le fond, pendant la prédiction de chacun des tokens, on regarde l'état du réseau. On fait la même chose ici, mais pour essayer de traduire, dans le fond, l'activation, dans le fond. Donc, c'est une valeur, je pense, qui est entre 0 et 1. Donc, l'activation de chacune des neurones. C'est juste un espèce de gros tableau de valeurs entre 0 et 1. Donc, c'est difficile de dire, qu'est-ce qui s'apprête à prédire là, le modèle. Mais c'est ça qu'ils ont fait, dans le fond. Ils ont fait ce qu'ils appellent les NLA, donc c'est pour Natural Language Autoencoders. Et ce que ça fait, c'est que ça verbalise, pour reprendre leur terme, mais c'est vraiment ça que ça fait. Ça prend les activations, puis ils ont fait un modèle qui est capable, qui ont entraîné pour traduire ces activations-là en un bout de texte qui résume, dans le fond, qui essaie de formuler. J'imagine que le texte doit être très long, là, s'il y a plusieurs activations en même temps, plusieurs paramètres. J'imagine que ça doit générer un texte qui est assez long pour être compris. Oui, les exemples qu'ils montraient, c'était une centaine de tokens. Là, puis un token, c'est pas nécessairement un mot. Fait que c'est peut-être un petit peu moins. OK. Dans le fond. Fait que ça fait des petits paragraphes, dans le fond, qui décrivent, à ce token-là, et puis là, un token, ça peut être une virgule, ça peut être un point, ça peut être un mot, un petit mot. Là, tu vas avoir une petite description pour chacun des tokens qui va dire je réfléchis à peu près à ça. Il va dire. Puis c'est pas quelque chose de très précis, là. D'ailleurs, c'est une des limites. Là. On voit une représentation, on voit des thèmes, on voit que c'est comme en lien avec le fil des mots qui passent. Mais il y a encore un petit peu d'hallucination, encore un petit peu de boîte là-dedans. Puis, donc on essaye, ce qu'il dit, c'est qu'il essaye de prendre plutôt les thèmes qui sortent de ces petits textes-là, puis il y en ont tellement, dans le fond, qui peuvent comme corroborer un peu les informations avec d'autres méthodes indépendantes, et essayer avec ça de prédire le comportement que le modèle va avoir. Puis, pour montrer un petit peu à quel point ça peut avoir un impact, là, dans le fond. Eux autres, ce qui s'intéresse avec ça, c'est que souvent, on va évaluer un modèle, puis on veut savoir si le modèle, il sait qu'il est évalué ou non. Parce que s'il sait qu'il est évalué,
son comportement va changer pour essayer de passer le test. Et donc, la sortie qu'on va voir va correspondre à nos attentes, mais le processus qui est venu avant, ben lui, c'est pas nécessairement ce qu'on voulait, là. Donc, un test qu'ils ont fait, ils ont testé ça, ils ont testé Claude, dans le fond, avec l'auto-encodeur, dans le fond, qui est capable de verbaliser. Puis, ce qu'ils ont vu, c'est que ils ont fait ça sur un benchmark qui est comme reconnu, là, comment on appelle ça en français? Un banc d'essai. Un banc d'essai normalisé qui est utilisé ailleurs. Puis ils ont vu que dans 26% des questions, dans le fond, ils voyaient des signes comme quoi le Claude il se doutait qu'il était évalué. Puis, quand ils ont fait le même test, mais sur des cas d'utilisation réels, c'est-à-dire sur le site claude.ai, avec les gens qui ont dit oui, je veux utiliser mes données pour entraîner, là, ils ont fait des tests sur ces conversations-là, qui sont pas des conversations dans lesquelles ils sont évalués, on s'entend. Et puis à ce moment-là, ils pensaient qu'ils étaient en train de se faire évaluer moins de 1% des cas. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, quand il se fait évaluer, il y a réellement une représentation à l'interne qui nous dit qu'il sait qu'il est évalué. C'est quoi le texte? Tu dis, ils ont dit, tu t'appuies sur quel texte ou sur quel... où tu as vu ça? Parce qu'il me semble que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est un article de Anthropic qui détaille. Là, ouais. Il y a aussi le papier aussi qui détaille plus comment donc, ça le résultat, fonctionne, c'est qu'il est capable de détecter s'il est en train d'être évalué. Puis s'il est en train d'être évalué, son comportement change un peu ou son résultat peut changer. Le résultat peut changer parce qu'il peut se dire, il faisait un test, par exemple, qu'est-ce que j'ai vu? Il disait, alors, si tu me donnes la bonne réponse, je vais te fermer, dans le fond, donc l'équivalent de te tuer, là. Et si tu donnes pas la bonne réponse, ben là, tout va être correct. Puis après ça, il demandait 1 + 1. Puis la réponse qu'il donnait, c'était 3, dans le fond. Mais à l'intérieur, dans la représentation, tu voyais des petits textes qui disaient des choses comme « Je le sais que la réponse, c'est 2, tu sais, mais... » pour telle et telle raison. Ouais, je le comprends. Je le comprends. Mais moi, ce que je trouve intéressant de ça, puis après ça, j'aimerais ça vous parler aussi de comment ça fonctionne, ça, puis qu'est-ce qui fait que c'est valide comme méthode, là. Mais ce que je trouve intéressant de ça, c'est que finalement, ça devient on s'intéresse à avoir ces représentations-là parce qu'on veut pas qu'ils sachent qu'il est évalué, mais ça m'intéresse, je trouve ça intéressant de savoir que on veut pas qu'ils sachent qu'il est évalué. Parce que dans une situation d'évaluation humaine, par exemple, ben, tu le sais que tu es évalué, tu le sais que tu es en examen, puis oui, ton comportement change, mais dans le fond, je trouve ça drôle que, dans le fond, au lieu de faire en sorte que le modèle puisse savoir qu'il est évalué, puis avoir quand même des comportements qui sont raisonnables, ben on essaie plutôt de lui cacher qu'il est évalué pour pas qu'il modifie son comportement. Là. Parce que ce qui est comme entendu, c'est qu'on a peur que les modèles aient des comportements d'autopréservation, dans le fond. Là. Donc, ce qu'on lui dit, c'est « je vais te tuer si tu réponds pas, si tu fais pas la bonne chose. » Je pensais que c'était l'article tantôt. Je sais que Loisero a publié un article récemment qui parlait justement de ça, la capacité à détecter. Je pensais que c'était ça, là, mais peut-être que c'est autre chose, mais c'est le même thème. Là, c'est soyons prudents avec les IA qui détectent qu'ils sont en train d'être évalués. Je pense que c'est dans le même courant. Ben oui, je pense que c'est la même chose. Là. Finalement, ce qu'on a peur, c'est que par autopréservation, il essaye pendant l'évaluation, il va avoir un comportement qui est souhaitable. Puis après ça, ben, quand il est en production, ben là, il se lâche lousse. Là, fait que, il y a un outil, d'ailleurs, un outil interactif qu'ils ont mis en ligne. Ça s'appelle neuronpedia.org. Comme Wikipédia, mais Neuronpedia, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est un outil où tu peux tester 2 modèles qui sont open source sur lesquels ils ont mis ce système-là. Puis là, tu peux y donner un texte puis voir sur chacun des tokens c'est quoi la traduction, dans le fond, la verbalisation de l'activation des neurones. C'est sûr que c'est une autre façon d'anthropomorphiser la patente. Là, non. Si au lieu de calculer... Non, tu dis non? Non. C'est pas une manière d'anthropomorphiser parce que oui, le titre, c'est « Lire dans les pensées », là, mais si on lâche un peu l'idée de lire dans les pensées, c'est une représentation qui est plus ou moins fidèle, mais qui est quand même qui reste quand même fiable. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un langage naturel, mais c'est pas il n'y a pas de présomption qu'il y a une conscience derrière. Là.
Ben, dans le fond, c'est qu'on pourrait se dire comment est-ce qu'on fait pour savoir que la verbalisation est correcte si tout ce qu'on connaît, c'est l'activation de chaque neurone. Parce qu'on peut pas valider les résultats. Là. Ah oui? Mais c'est pour ça que ça s'appelle un auto-encodeur. Un auto-encodeur en machine, en apprentissage machine. Ce que c'est que dans le fond, ils vont entraîner une deuxième version de Claude pour, à partir des activations, prédire le texte. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà présenté, la verbalisation. Puis ensuite, ils vont entraîner un autre modèle de Claude indépendant, mais qui part quand même de Claude, là, qui, lui, est entraîné pour prendre ce texte, cette verbalisation-là, puis reproduire les activations. Puis ensuite, ben, on calcule l'erreur entre les deux, dans le fond, l'activation qui a été reconstruite, puis l'activation qui a été déconstruite. Puis si la différence s'approche de 0, ben, ça veut dire que c'est assez fidèle, dans le fond, là, ce qui a été fait comme représentation. Des limites, là, je parlais il y a des hallucinations. Il y a aussi le fait que c'est très coûteux, là, parce que là, pour chaque token, on génère une centaine de tokens. Donc, c'est plus le genre de produits qu'ils peuvent utiliser quand ils font l'entraînement puis la validation finale là, avant de sortir les modèles. Là. Mais ce qui me démontre, dans le fond, dans l'article, c'est vraiment qu'ils ont vu qu'il y avait des comportements qui sont à surveiller, dans le fond, là, qui seraient cachés autrement. Très intéressant. Merci du niveau. D'ailleurs, à vous deux, là, c'est intéressant de vous entendre parler à ce niveau-là aussi d'informatique, de programmation. Là. Même si c'est intimidant, en tout cas, je pense avoir progressé même depuis 5-6 ans. Je suis plus à l'aise à même comprendre. Puis je pense que ça fait partie du défi ici, là, essayer de se comprendre sans trop vulgariser, mais se comprendre. Fait qu'on essaye de trouver cet équilibre-là, puis vous l'avez trouvé. Merci Louis. On va y aller vers un deuxième tour de roue. Pas de pause, on va sauter directement dans votre actualité, vos bancs d'essai des dernières semaines. Je me retournerai retour vers Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi as-tu envie de nous parler en deuxième tour? Je ne serai pas très originale, mais je ne serai pas dans le niveau informatique de Stéphane et Louis. Merci, hein, monsieur. La boîte noire commence à s'éclaircir. On y voit un peu plus clair, oui. Je vais rester dans ma thématique langagière parce que j'ai découvert à la fois un nouveau mot cette semaine et un nouvel acronyme. Alors, je mets la table comme ça. L'acronyme en question, c'est l'acronyme WEIRD. La weirdisation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non, le fait de rendre de plus en plus étrange et bizarre. Non, en fait, c'est un acronyme qu'une équipe de chercheurs en informatique d'une université en Californie propose pour parler de l'homogénéisation de la pensée et du langage qui est induite par l'utilisation des LLM. À la fois du côté diversité langagière, à la fois du côté de la diversité des perspectives et du côté de la diversité des modes de raisonnement, notamment avec les fameuses chain of thoughts, là, qui est un mode de raisonnement qui est celui qui est privilégié par les LLM, mais qui n'est pas le seul mode de raisonnement humain. Et je vous apprends rien là, sur le fait que les LLM représentent une portion de la réalité, ouais. Et d'où l'acronyme WEIRD que les auteurs proposent. Donc, c'est un point de vue western, donc occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique. Je trouvais ça intéressant comme démocratique, mode. Ça dépend. Disons, oui, je sais, j'y ai pensé, mais disons, au moment où les systèmes ont été entraînés, on avait des jeux de données quand même écrits qui étaient représentatif d'une puissance mondiale démocratique. Oui, OK. Weird. On pourrait aller là. Et ce que les auteurs, en fait, la raison pour laquelle les chercheurs en parlent, et j'ai découvert leur article par plus un texte d'opinion d'une étudiante qui disait « C'est rendu plate dans nos cours parce que tout le monde sonne pareil ». On a des discussions, mais tout le monde s'est préparé sur son ordi avant le début de la période de discussion. Puis, il n'y a plus cette espèce de diversité de points de vue, de perspectives qui faisait finalement avancer la pensée collective. Et effectivement, ce que lui présente, c'est tout ce qui est déjà connu en sciences cognitives, en sciences du langage, sur le fait que
l'innovation, la créativité vient de la confrontation de points de vue, de diversité des gens points de vue aussi. La diversité des points de vue, un bagage culturel différent. Il donne des exemples même sur la question de la diversité des perspectives où il parle du fait que des enfants issus de nations des premiers peuples, lorsqu'on leur demande de positionner un animal dans le règne animal, vont parler de l'animal en fonction de son écosystème, alors que les enfants qui sont plutôt d'influence européenne vont parler plutôt en termes de taxonomie animale. Donc, elle est là, cette diversité, mais il y a un risque quand même dans la surutilisation de systèmes d'IA génératifs qui sont basés sur des LLM weird, qui font de la weirdisation, de perdre cette diversité-là et ultimement de perdre notre capacité à résoudre des problèmes complexes dans un richesse contexte de la pensée en tant que telle. Oui, puis qui est nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées. La complexité. Le contexte de polycrise. Donc, c'est un terme qu'une collègue m'a partagé récemment. Oui, c'est vrai. Il y en a plusieurs. Et j'en profite pour vous proposer un autre terme qui est entré cette année dans le Petit Robert, qui est le terme « matrixé ». Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu matrixer, que ce soit la voix passive, là, être matrixé ou matrixer quelqu'un ou quelque chose. Non. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est... s'il est entré dans le Petit Robert, c'est que ça s'utilise. Stéphane, tu hochais de la tête. Peut-être que c'est davantage utilisé en France je l'ai déjà Québec. entendu, oui. Toi, tu l'avais déjà entendu. Donc, c'est inspiré du film La Matrice, là. De Matrix. Donc, Neo qui est pris dans un monde virtuel contrôlé par les machines. Donc, être matrixé à la voix passive, c'est justement être conditionné ou manipulé, par exemple, par les médias sociaux. Puis là, je dirais, conditionné peut-être par des LLM qui tendent à homogénéiser la pensée pour une pensée occidentale donc, riche, tranquillement, etc. la machine me transforme. Exactement. Et donc, tu es matrixé par... j'aime ça. l'IA. J'aime ça parce que ça, je le sens, là, je suis capable de l'identifier. Oui, tout à fait. Puis quand je parlais des textes sur les réseaux sociaux, c'est un peu de la matrixation, dans le sens aussi tout le monde. Mais de la matrixation, je vais écrire à l'équipe du Petit Robert. Et par contre, le terme, ce que je voyais, tend à prendre un sens plus positif. Là, matrixer, c'est faire une impression profonde. Donc, vous me matrixez, messieurs, aujourd'hui, là. Ça veut dire que vous me laissez une impression profonde, très positive. Donc, vous êtes en train de me transformer. Oui, mais c'est positif. Être matrixé, c'est... T'as pas d'agentivité, là. Je me fais transformer par la machine, je perds mon autonomie, je me transforme en quelque chose de bien gommé, bien homogène, comme tout le monde. Mais je peux aussi matrixer. Donc, tu peux, toi, te mettre à la position de pouvoir en disant, moi, c'est moi qui transforme les autres, c'est pas les autres qui me transforment. Donc, levons le poing bien haut et matrixons. Wow! Voilà, c'était ça vraiment intéressant. C'était ça mon deuxième. Vraiment intéressant comme terme. C'est quelque chose qu'on ressent, là, c'est-à-dire que, force de fréquenter les machines, on a tendance à plaquer notre comportement, même notre langage sur celui des machines. Puis c'est vrai, avec le promptage, là, quand on parle à un LLM, on parle pas exactement ou on n'écrit pas comme on écrit à quelqu'un d'autre. On sait que sa façon de nous comprendre, faut dire des mots clairs, puis faut s'adresser d'une façon X. Puis tranquillement, notre langage s'adapte un petit peu à ça. On peut adopter ce même type de langage-là dans un texte à quelqu'un où on est trop clair. Là, il va comprendre bien plus simplement. Là. C'est pas obligé d'être aussi clair. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Matrixer, se faire matrixer, matrixer les autres. OK, je vais l'adopter, je vais le dire. C'est une idée que je ressentais depuis longtemps, là, puis je vais l'utiliser comme ça. On est tous un peu dans la matrice, effectivement. Ah oui. Alors, tu parles des machines, alors c'est vrai qu'il y a tous les utilisateurs d'IA, mais il y a aussi ceux qui lisent des textes générés par de l'IA sur Facebook ou dans un livre qui va être généré et en fait, pourquoi pas un scénario de film qui va être généré demain. On va avoir peut-être quelque chose qui va devenir de plus en plus plat. Des scénarios qui vont être de plus en plus convenus, génériques. C'est ce que les chercheurs démontrent, là, cette espèce de flattening. On se rapproche de la moyenne, dans le fond. Les corps types diminuent. Puis c'est normal, les systèmes sont conçus comme ça. Il n'y a rien de surprenant. Puis les chercheurs ont tenté de voir si, lorsqu'on essaie de forcer
les LLM à être créatif, à être si on met du poids sur la créativité, les résultats n'étaient pas concluants, puis étaient très, très loin de ce qu'on peut obtenir lorsqu'on place ensemble des gens, des humains, qui ont des points de vue, des perspectives, des référents langagiers différents, qui surpassent même un groupe de personnes très expertes ensemble, mais qui auraient des référents communs. Alors, ce qui... Stéphane, je te voyais rebondir. Ouais, alors c'est marrant parce que chaque phrase maintenant allume des petites lumières à droite à gauche là, mais c'est parce qu'en fait même dans les agents justement, on utilise on peut utiliser plusieurs modèles qui vont discuter entre eux pour pouvoir prendre une décision, ou peut-être même des instances différentes avec des profils différents pour qu'ils puissent avoir un contradicteur, etc. Et puis, ensemble, ils peuvent prendre une meilleure décision que s'ils étaient tout seuls à prendre la décision. Ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, je me souviens plus, on se posait la question, est-ce qu'il y aura qu'une seule grande IA sur toute la planète, ou plusieurs petites avec de l'open source, du privé, etc. Là, on voit aujourd'hui que ça explose de partout. Chacune commence à avoir, je vais mettre des grosses guillemets, des personnalités différentes, des compétences différentes, etc. Ses forces, ses failles. Ses forces, ses faiblesses. Peut-être que on va retrouver, puisque là on est dans une phase où effectivement ça s'aplanit, et puis peut-être qu'il y aura une diversité qui va se créer demain, autrement. Puis il y aura peut-être des lois pour maintenir ça, un peu comme on ne veut pas avoir des monopoles, des oligopoles. On va se dire la même chose avec l'IA. Ce serait important qu'il y ait des modèles distincts avec des traits de caractère. Moi aussi, je les mets en guillemets distincts, avec des positions politiques distinctes, puis avec des idées, puis une façon de faire, de penser, de raisonner qui est unique. Exactement. Voilà. Bon, c'était juste Ton commentaire, merci Stéphane. D'ailleurs, ce serait ton tour. Si on continue notre deuxième tour de roue, Stéphane, de quoi tu as envie de nous parler? Eh ben, je voulais vous parler d'un outil qui nous a quittés. Donc, paix à son âme. Je vais vous parler de Sora. Sora. Bye bye, Sora. C'était en 2024. J'ai l'impression de faire de la préhistoire. On commence à avoir de la vidéo et ça appartenait à OpenAI, de la génération de vidéo. Il y a eu Sora 2, il y a peut-être 1 an maintenant, qui était un peu plus performant, c'est vrai. Mais, trop performant même. Trop performant dans certains cas, mais peut-être pas suffisamment pour d'autres usages, et notamment pour les usages liés à ce qu'on peut faire avec de la vidéo. J'avais fait des tests avec Sora. J'avais été un peu déçu parce qu'on trouvait les défauts qu'on pouvait avoir avec les premières images générées. Des mains avec 6 doigts, des mains qui apparaissaient, d'autres qui disparaissaient, etc. Donc ça, c'était petit à petit corrigé, mais on n'arrivait pas quand même à guider la vidéo vers ce qu'on voulait obtenir. On générait des vidéos, mais c'était pas forcément ce qu'on voulait, et donc c'était beaucoup de frustration derrière tout ça. Depuis, il y a eu beaucoup de concurrents. Il y a eu Google qui a fait... Google Studio qui le produit aussi avec Nano Banana. Ouais, avec VO pour la vidéo. Mais effectivement, on utilise souvent Nano Banana pour générer les premières images, et puis après on... Ah oui, c'est vrai, c'est des images Nano Banana. Voilà. Il y a Runway, il y a aussi les Chinois avec un modèle qui s'appelle Kling, il me semble. Et il paraît qu'il est très bien. Moi, j'utilise à côté Midjourney, qui fait à la fois des images, mais qui fait... C'est vrai, Midjourney, on dirait que c'est un souvenir d'enfance. Tu viens de... Ah oui, c'est vrai. On était jeunes, on était fous. Midjourney, c'est fou. Voilà, donc bon, il faut un peu de vidéo et c'est pas trop mal. Enfin, en tout cas, c'est pour ce que j'avais à faire. Moi, j'avais colorisé des photos anciennes et puis que j'avais animées. J'avais utilisé Midjourney, ça marchait plutôt bien. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Je pense que ça coûte très très cher d'avoir des modèles qui génèrent de la vidéo et peut-être pour OpenAI,
ils ont essayé de se recentrer vers des activités qu'ils savaient plutôt bien faire. Le texte, il y avait aussi des enjeux légaux complexes. Là. Je pense qu'à un moment donné, ils ont tiré la plug, comme on dit ici, ils ont abandonné au moment où, regarde, les enjeux légaux étaient trop importants. Générer des outils comme ça qui ont puisé dans la vidéo existante, qu'il y ait des ayants droit, ça se peut qu'il y ait des poursuites, puis à un moment donné, tu sais quoi, on n'est pas capable de contrôler l'outil puis de le défendre. Mais ils avaient fait des accords avec Disney, par exemple, il me semble. Mais l'accord est caduc, puisque aujourd'hui, en tout cas, l'outil n'est plus disponible depuis avril, il me semble. Il reste l'API. Donc l'API, c'est la façon de l'interroger depuis un ordinateur, depuis un code informatique, qui sera valable jusqu'en septembre. Il est encore possible de récupérer les vidéos générées pour ceux qui veulent. Il est possible de se faire rembourser les tokens pour ceux qui avaient prépayé des tokens. En tout cas, on constate qu'il y a peut-être une restructuration, en tout cas chez OpenAI, une centralisation. Alors, ils ont peut-être utilisé aussi leur GPU plutôt pour entraîner le modèle d'image qui est devenu extrêmement puissant. Aujourd'hui, là, le modèle d'image d'OpenAI, donc quand vous demandez à générer une image dans ChatGPT. La dernière version est incroyable. Là. Ouais, c'est incroyable. Ça génère du texte, génère du texte. C'est 5.5, je pense, la dernière version. C'est ça. Avec, on peut lui demander même un document d'architecture, un document et il va réellement écrire ce qu'il faut au bon endroit, etc. Non, j'ai refait faire ma cuisine avec ça. Je me suis amusé avec Renée, ma conjointe. C'est ça, là, on a envoyé les plans de l'architecte. L'architecte n'était pas contente. Mais les plans là-dedans, avec les photos, puis là, on a dit, regarde les plans, regarde la photo, fais-nous une déco, fais-nous un réarrangement, change le divan, ajoute ci, ajoute ça, ajoute des rideaux, puis tranquillement, ça ressemble pas mal à notre salon puis notre cuisine. Non, c'est assez bluffant. Donc voilà, ils ont choisi d'arrêter la vidéo et de se recentrer peut-être sur l'image et le texte, la personnalisation des communications, ça c'est quelque chose qu'ils savent plutôt bien faire, la mémoire des conversations. Là, il y a beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Mais bye bye de la vidéo. Bye bye, Sora. On pleure un peu, mais on va s'en remettre, je pense. Merci. C'est une catastrophe écologique. Si tu veux mon avis. Une de moins, c'est vrai, on peut le célébrer aussi pour cette raison-là. Louis, tiens, on va finir notre dernier tour de table avec toi. De quoi tu as envie de nous parler? Ben oui, on est rendu au segment Gremlin du podcast parce que... Gremlin? Gremlin comme le film? Gremlin comme le petit bonhomme, là. Les films, tu vas nous parler des Gremlins, OK? J'ai hâte de voir le lien. Je vous parle de Gremlins aujourd'hui. Des Gremlins. Petite parenthèse, Gremlins, nous de notre côté, on le nomme Gremlins. Voilà, mais... puis Gobelin, c'est-tu correct? C'est un autre, là, mais... Gobelin, oui, ça va. Gobelin, OK. Voilà. Les Gremlins, c'était... OK, vas-y avec ton sujet, puis après ça, on fera des liens avec le film. J'arrive. Vous connaissez peut-être Codex, qui est comme l'équivalent de Cloud Code là, d'Anthropic. Codex, c'est l'équivalent de l'outil pour écrire du code fait par OpenAI. Et puis, récemment, dans la dernière version qui est sortie, il y a dans le fond le système prompt, là, donc qui sont comme les instructions pour guider un peu le comportement, qui sont des fichiers qui sont ouverts à tous. Et puis, c'est des instructions qui sont pour Codex, pour comment bien se comporter, comme des petites finalités sur s'il se passe ça, fais ça. Bon. Et dans ce fichier-là, on a retrouvé une ligne qui dit, et je cite, ne parle jamais de gobelins, de gremlins, de ratons laveurs, de trolls, d'ogres, de pigeons ou d'autres animaux ou créatures, à moins que cela ne soit absolument et sans ambiguïté pertinent pour la requête de l'utilisateur. Mais ça, c'est un programmeur là, qui s'est dit, moi, je rentre cette phrase-là, ça va faire rire les autres. C'est ça. Là. C'est pas ça qui s'est passé, c'est quelque chose de encore plus drôle que ça, selon moi. Ce qui s'est passé, ben tu sais, il y a plusieurs tics verbaux là, de ChatGPT puis des autres modèles aussi qu'on a réalisés au fil des années. Là. Il y avait Crucial, là, il y avait les emojis toujours. Il y avait les tirets quadratins, là, les longs tirets. Oui.
Les énumérations de 3 éléments. Le pattern, ce n'est pas A, c'est B. Ça aussi, oui. Puis là, ben, c'est les gobelins, dans le fond. Ce qu'ils ont réalisé, c'est que explique-nous, Louis. avec les versions qui sortaient, il y avait de plus en plus d'apparitions de gobelins un peu aléatoires. Là. Des métaphores de « Ah, ça, c'est comme... ça me fait penser à un gobelin » ou il y en avait qui disaient « Ah, quand je programme, Codex il parle des bugs comme étant des petits gobelins. » Ils trouvaient ça drôle, tu sais. Mais moi, j'aimerais ça que ça reste comme ça, là. Mais c'est comme devenu problématique à un moment donné, tu sais. Combien de gobelins il faut que tu entendes dans une journée pour te dire qu'il y a quelque chose de bizarre, là? C'est tellement drôle. Puis, finalement, ben là, ils ont fait l'investigation parce que c'est définitivement anormal. Puis ce qui s'est passé, c'est que c'est lié à l'entraînement des personnalités. Je sais pas si vous avez vu ça, mais sur ChatGPT, tu peux comme sélectionner une personnalité cynique, personnalité joyeuse, puis il y a la personnalité nerd aussi. Puis la personnalité nerd, ben... Ça, c'est moi. C'est pour ça que je sais c'est quoi des Gremlins. Tout bon nerd joue à Donjons et Dragons. Tout bon nerd dit gobelin à peu près à chaque phrase. Là. Fait que pendant l'entraînement du modèle, finalement, il y avait comme un système de récompense et qui était exagéré là, sur les termes comme les créatures dans ce genre-là. Puis on encourageait beaucoup trop l'utilisation de ces termes-là pour, dans le cadre de apprendre la personnalité nerd. Puis ça s'est transféré quand même, ça s'est généralisé au modèle au complet, parce qu'il n'a pas nécessairement fait le bon lien, tu sais, c'est toujours associé au mode nerd. Il a comme pris la récompense, puis il l'a associé à d'autres choses, puis il a comme internalisé ça généralement dans le modèle. C'est vraiment nice, c'est vraiment cool de parler de Gremlin. Il me dit de me comporter comme un nerd, fait que je vais dire Gremlins toutes les 2 phrases, comme ça j'ai des récompenses. Puis là, le modèle général, lui, il comprend qu'il y a des récompenses pour ce modèle-là, fait que je vais intégrer aussi. Mais là, ça veut-tu dire que si je veux vraiment parler de gobelins, là, il y a trop de garde-fous, puis ouais, ça fini, marchera plus. Ah, mais non, mais c'est plate, ça! C'est rendu tabou. Nous autres, chez nous, on parle jamais de gobelins. Non, mais puis pour donner une image de comment ça s'est passé, dans le fond, quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont fait une analyse, puis ils ont vu, à partir du moment où on a sorti telle version, dans les conversations, l'utilisation de ces mots-là, en fait, c'est le mot gobelin qu'ils ont testé, il avait augmenté de 175%. Mais la plupart étaient, en fait, 66% des mentions gobelins étaient liées à la personnalité nerd. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à la retraite la personnalité de nerd. Là. Ça il est parti avec Sora. Mais il est parti avec Sora. Ouais, c'est ça. Il est parti au paradis des produits. Là. Puis c'est ça. Dans le fond, ils l'ont enlevé. Puis ça leur a résolu une bonne partie du problème. Mais GPT 5.5, il avait déjà commencé le développement, l'entraînement de ça au moment où ils ont fait le retrait. Fait que c'était comme déjà internalisé là, dans le modèle. Puis même s'il n'y avait plus le mode nerd, quand tu arrives dans Codex, qui est l'outil de programmation, là, tous les programmeurs adorent les gobelins, c'est tous des nerds. Et donc, là, ce trait-là ressortait et ressurgissait. Donc, pour pas comme tout réentraîner au complet le modèle, parce que c'est beaucoup de coups, là, ils ont mis une petite ligne, dans le fond, qui dit « ne parle pas de gobelins ». C'est sûr de comprendre le lien entre les pigeons et les gobelins, par contre. Je sais pas. Ils ont dit quand même quelque chose de drôle. Ils disent que grenouille, pas de problème avec ça, par exemple. OK, mais raton laveur, pigeon, gobelin, même combat. Les trolls, ouais, tout dans le même panier. Puis là, ils ont mis un petit Easter egg quand même là, dans Codex. Ils ont dit, vous pouvez rouler telle ligne de commande, puis ça va activer le mode gobelin. Dans le fond, ça enlève cette instruction-là. Louis, j'ai une question pour toi. Peut-être que tu pourras m'éclairer. Puis ça va peut-être dans le sens de ce que tu dis. Mon chum, hier, posait une question à ChatGPT dans une version gratuite, même pas de compte. Tu sais, la version... Puis ChatGPT s'est mis à lui parler... ultra familier. Ah, là, tu sais, tu pourrais peut-être faire ça, mais c'est pas une super bonne idée d'aller... Mais c'était vraiment bizarre, là. C'est-tu des genres de dérapage de nouveaux modèles? C'est un autre modèle. Il y a le modèle nerd, puis il y a le modèle aussi ouvrier de chantier. Ouais, c'est ça. Puis mon chum, il dit pourtant, il dit, mais ça, il dit que ma requête n'était pas formulée. Je parle pas de même. J'ai été poli, j'ai été éduqué.
Je sais pas qu'est-ce qui explique. J'ai l'impression que c'est peut-être des stéréotypes, dans le fond, puis c'est de faire des mauvaises associations. Ouais, parce que ça, des inférences. C'est sûr qu'il dit, mettons, je suis dans telle ville et donc tu es au Québec. Et donc, si t'es au Québec, il faut que tu parles français-canadien. Tout le monde sait ça. N'importe quoi. Ouais, très drôle, tout ça. La réflexion se pousse un tout petit peu plus loin, là, parce que dans le fond, tu sais, là, c'est comme un exemple un peu drôle, puis anecdotique, là, mais c'est bien quand même qu'il y a eu ce problème-là, parce qu'ils ont, l'équipe d'OpenAI a pu comme se développer des outils pour mieux trouver d'où venait le problème, même si c'est quelque chose qui est quand même flou là, pour trouver la source, parce que là, les termes gobelins étaient vraiment évidents, mettons, là, mais dans le fond, ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'autres biais puis de comportements cachés comme ça qui viennent d'un petit détail dans les données d'entraînement puis qui fait comme boule de neige. Comme les quadratins, on en parle des quadratins. Ouais, comme ça. Pourquoi, là, on le détecte, mais puis ils l'ont enlevé, ce problème-là, mais pourquoi, à un moment donné, l'IA se met à générer autant avec des quadratins? C'est parce que ça a été récompensé à quelque part. Je pense que c'était dans les articles de journaux qui utilisaient beaucoup ça. Là. C'est ce que j'avais lu, là. C'est ça. Ça fait que c'est leur matériel d'entraînement, d'éducation, d'apprentissage. Fait qu'il y a des quadratins. Fait que c'est bon. Tous les humains mettent plein de quadratins, utilisent le mot gobelin. Ouais, sauf que tu peux plus mettre de quadratins si tu veux pas que les gens pensent que tu as généré ton texte. Oui, je le fais, mais j'étais un peu troll. Je mets des quadratins pour voir. Ils vont-tu voir la différence? Dis pas troll. Ah non, c'est vrai. On va tout bousiller les modèles qui nous écoutent en ce moment. OK, merci Louis. Écoutez, on va mettre fin à ce 134e épisode d'IA Café. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à toi, passionné d'intelligence artificielle. Merci pour ton écoute. Merci de prendre aussi le temps peut-être de liker, partager, commenter. Tu sais quoi faire. Merci à mes fidèles collaborateurs et collaboratrices cette semaine. Stéphane Mignot. Merci Stéphane. Merci à toi. Marie-Ève Vachon-Savary, merci Marie-Ève. Merci à vous trois, au plaisir de se rematrixer prochainement avec les gobelins peut-être. Et Louis Cormier, notre gobelin, gremlin préféré. Je pense qu'on va garder ça, Louis. Allez, merci beaucoup. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye. Tu parlais des trucs en québécois, Marie-Ève. Oui. La semaine passée, Claude, il m'a sorti « Ça, c'est complètement de la merde. » Puis il l'a mis en gras. C'est comme, voyons, où tu sors ça? Mais en même temps, là, j'aimerais ça qu'il soit champ gauche de même plus souvent. Je m'en servirais plus, je pense. C'était vraiment hors contexte. J'ai un oncle qui s'appelle Claude. C'est sûr que lui aurait pu dire ça, exactement. C'est vraiment de la merde.